Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 6 de ce Tour de France. Il s'en est encore passé les vertes et des pas mûres, comme disent les jeunes sur cette étape. Ça a été encore, comme dirait un animateur sportif du côté de France Télévisions qui commente le rugby, Mathieu Lartaud, une étape de déglingo parce qu'il s'est passé quand même encore pas mal de choses et il y en a certains qui n'ont pas passé une bonne nuit et d'autres qui se relancent quand même pas mal dans ce Tour de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne cyclisme, mais vous pouvez comme ça ne pas rater la vidéo Formule 1 ou la vidéo MotoGP. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également, et si vous voulez soutenir la chaîne et que vous en avez les moyens, faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Google, Spotify. Et puis TikTok également avec le débrief rapide de l'étape. Et vous pouvez retrouver certains des liens, notamment dans la description de la vidéo ou sur la chaîne aussi. Il y a un endroit où vous avez tous les liens, notamment le lien Spotify, le lien TikTok. Vous les retrouvez comme ça. On commence tout de suite avec cette étape du Tour de France qui a été, comment vous dire, encore d'un sacré niveau. Ça n'a pas débranché beaucoup aujourd'hui. Alors, ça a été un peu moins rapide que la veille, mais ça a quand même roulé super fort, notamment la montée de la montée finale à Cauterets-Cambasque, la montée du Tourmalet aussi, le Aspin peut-être un peu moins. Mais Tourmalet, Cauterets-Cambasque, ça s'est mis des minasses quand même dans ces deux montées. Alors que le parcours, moi je le sentais pas des masses. Je vous en avais fait part ce matin. Mais je vais ressortir ce grand poncif. Ce sont les coureurs qui font la course. Là, cette année, on a quand même deux loulous qui font quand même un sacré numéro depuis le début de course. Est-ce qu'ils vont tenir 3 semaines? Ça, c'est la grande question. Mais moi, j'ai des doutes quand même parce qu'au bout d'un moment, ça va péter. Et quand ça va péter, ça risque de péter sévère pour l'un ou l'autre. Mais ils font une course pour le moment. Je te dirais que si on était sur le Tour du Pays Basque, le week-end qui arrive va être compliqué quand même. Le week-end final de la course. Et on est sur un Tour de France. C'est-à-dire que au Puy-de-Dôme, c'est pas la fin de la course. Il reste encore 12 jours de course. Je sais plus combien d'étapes. On compte plus maintenant, tellement c'est spectaculaire. Alors je pense que demain, ça va être très calme. Mais là, quelle étape de dingue encore. Quel renversement de situation aussi. Mais comme je dis toujours, c'est sur les sports d'endurance qu'on a quand même les meilleurs retournements de situation. C'est pas sur les matchs en 2-7 gagnants au tennis qu'on a les meilleurs retournements de situation. C'est sur les matchs en 3-7 gagnants où qu'on a du plus gros suspense. Et Pogacar, il a fait une masterclass aujourd'hui. Mais j'ai un peu peur pour Vingegaard parce que le regard de Pogacar, il avait pas le... Certains ont dit qu'il a l'air détendu comme d'habitude. Moi, je trouve quand même qu'il avait aujourd'hui un regard de tueur. Je le regardais dans la montée de Cauterets-Cambasque. Vraiment, j'ai beaucoup... de toute manière, on voyait que pendant 10 bornes. Donc, la course... Alors, on remercie encore Anthony Forestier parce qu'il s'est passé des choses derrière. Mais alors, vous dire quand Carlos Rodriguez a attaqué ou quand Simon Yates est parti, je pourrais pas le faire parce que, il a décidé de pas les mettre à l'image. Il a décidé de se concentrer sur le duel devant. Alors, c'est bien de se concentrer sur le duel devant. Oui, c'était spectaculaire, mais il se passait également des choses pour le reste du top 10 derrière. Ça aurait été sympa de le montrer aussi. Encore une fois, la non-utilisation de l'écran splitté, mais ça, c'est pas qu'Anthony Forestier, c'est une mode maintenant dans le cyclisme, de ne pas diviser l'écran en deux. Et pourtant, c'est pas mal de diviser l'écran en deux pour nous montrer ce qui passe d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur cette étape? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? On a eu des Pyrénées super aussi. Je trouve que, Christian Prudhomme, j'ai toujours dit, a tendance à sous-estimer les Pyrénées. Mais là, on a encore eu une belle édition de Pyrénées avec des rebondissements. Et pourtant, c'était très condensé, mais ça a été vraiment très bien. Et puis, moi, j'avais peur que ces Pyrénées soient
pas forcément très bien utilisé par les coureurs parce que j'avais peur qu'on ait la même répétition que le Tour de France 2020. Mais on est quand même sur un Tour de France où on a envie de montrer ce qu'on sait faire. Et encore une fois, en troisième semaine, ça risque de péter parce que même dans l'entrée dans les Alpes, hein, ça risque de péter parce qu'on est tellement sur un rythme de malade dans les montées que, enfin voilà, à un moment, ça va exploser. Hein, on va pas pouvoir tenir autant. Pourquoi c'est un Tour de France qui est bien? Bon, déjà parce qu'on a une bagarre pour la victoire au classement général. Il y a aussi une bagarre intéressante hein, pour le reste du top 10. Mais on a aussi une vraie bagarre pour les autres maillots, pardon. Là aujourd'hui, belle bagarre pour le maillot à pois hein, dans l'échappée. Parce que je vais peu parler de l'échappée, donc c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Mais belle bagarre pour le maillot à pois. Vous avez Nelson Poles qui a repris, on va dire, son bien, 36 points. Mais Félix Gall n'est pas très loin. Il a 28. Guerrero à 27. Alors il faudra encore attendre pour Guerrero parce qu'il ne s'est pas fait déclasser au sommet du Tourmalet pour le moment. Mais vu son contact avec Tobias Alon Johannesson, on pourrait avoir un petit déclassement. J'ai déjà vu des déclassements sur ce type de sprint et qui se prennent des points de pénalité au niveau du classement de la montagne. Il faudra voir ça demain ou peut-être dans la soirée. Pogacar est 5e avec 19 points. Jedney 19 points également. Ciccone 19 points. Vingegaard a 18 points et même Van Aert en a 15 avec Daniel Felipe Martinez. Donc autant vous dire que rien n'est fait sur ce classement de la montagne, qu'il va y avoir encore un super spectacle. J'espère juste que comme devant, ils se partagent un petit peu les points entre les différents cadors, que ça soit pas soit Pogacar ou Vingegaard qui le récupère avec le fait qu'ils sont tous en train de se diviser les points. Mais il y a quand même également un sacré combat. Et puis pour le maillot vert, Brian Cocard qui fait une belle remontée au classement, qui est désormais à 46 points de Jasper Philipsen. En ayant pris l'échappée encore une fois aujourd'hui. Après, on va voir comment les jambes répondront demain. Mais si les étapes de sprint sont très calmes, ça peut être intéressant de partir en échappée parce que comme tu récupères sur les étapes de sprint, ça permettra de repartir en échappée pour Brian Cocard. Donc ça va être intéressant ce match entre ces deux coureurs. Et puis Van Aert n'est pas très loin non plus hein, parce qu'il a 92 points et Mats Pedersen a 76 points. Il est un petit peu plus loin comme Caleb Ewan à 73 points. Mais là aussi on a un beau match pour le maillot vert. Et puis un dernier match, le classement par équipe. Là aussi, hein, très beau match parce que la Jumbo est certes en tête, mais Ineos, gros collectif. Hein. Pidcock, vous avez Oscar Rodriguez, Daniel Felipe Martinez et des mecs qui partent en échappée parce que ça c'est aussi important pour le classement par équipe. Ineos est dans le match hein, pour le classement par équipe. Bahreïn est 3e et UAE est 4e pour le moment. Mais là aussi, hein, il y a une belle bagarre pour ce classement par équipe parce que 10 minutes sur un classement par équipe, c'est pas beaucoup. Donc ça va être très très intéressant également pour ces différents classements annexes. On a une belle bagarre. Je voulais faire un petit point sur le Tour d'Italie féminin. Alors, j'avais dit que je voulais faire le Tour d'Italie féminin. Bon, c'est un petit peu compliqué en termes de timing avec le Tour de France. Hein, on va pas se mentir, ça se goupille pas bien. Donc, il y aura le Tour de France féminin. Je peux vous dire, je suis encore en train de le préparer. Mais je vais même encore le préparer ce soir. Je vais tenter d'écrire une étape ce soir. Mais aujourd'hui, on a eu une étape qui était intéressante entre Albanga et Alassio. Victoire de Van Vleuten devant la Française Juliette Labousse. Gaia Realini, cette jeune concurrente italienne de la Lidl Trek, très performante. Liane Lippert 4e. Deux concurrentes de FDJ Suez, Cécile Ludwig et Evita Music 5 et 7. Sylvia Persico 6. Fischer Black 8, Magnaldi 9 et Mavi Garcia 10. Donc ça a été une belle étape. On peut noter également la présence de Victor Hugulman dans le top 15. Et au général, on a une Van Vleuten qui est en tête certes, qui devrait gagner ce Tour d'Italie, hein, même s'il reste encore deux étapes, une à Sassari et une à Olbia, qui a 3,56 d'avance sur Juliette Labousse qui est deuxième. Et pas très loin derrière, on a Gaia Realini. Le podium va jouer entre ces deux-là, parce que Veronica Evers a un peu craqué. Une Cécile Ludwig qui est 6e. Bon, ça a été un petit peu plus compliqué pour Evita Music et 17e du général. Mais il y a vraiment un match très, très intéressant
Et puis voilà, il y a des filles qui ont un peu souffert comme Mavi Garcia et Sant Esteban, donc ça va peut-être permettre à Evita Music de remonter, puis il y aura peut-être une étape à aller chercher, mais Juliette Labousse qui nous fait pour le moment un très grand Tour d'Italie féminin, voilà, je voulais le signaler. On passe à la note de l'étape, j'ai décidé de mettre 17 sur 20, la même étape qu'hier, presque. Pourquoi je mets un petit point de moins? Parce que là, l'échappée aujourd'hui, on savait qu'elle irait pas au bout. On a compris assez vite que l'échappée irait pas au bout, mais c'est la même étape qu'hier. Voilà, le même spectacle qu'hier, la même bagarre qu'hier, avec des jambes un peu plus lourdes. Voilà, ça a été encore une belle journée. Moi, j'ai pris encore une fois du plaisir à regarder cette étape et c'était spectaculaire, alors que le parcours ne s'y prêtait pas tant que ça, et c'est les coureurs qui ont voulu animer cette étape, donc il faut les saluer quand les coureurs veulent regarder et veulent amener du spectacle. Et je pense que s'il y a des jeunes gens qui regardent pour la première fois le Tour de France parce qu'ils ont regardé la série sur Netflix. Je ne l'ai pas regardé, c'est sur Netflix, donc je ne donnerai pas mon avis parce que je ne l'ai pas regardé pour une raison extrêmement simple. Je ne suis pas le public visé. C'est comme Drive to Survive. C'est pour les personnes qui ne connaissent pas la discipline. Quand vous connaissez la discipline, forcément, c'est pas fait pour vous. Et en plus, j'ai beaucoup de mal avec les documentaires Netflix. C'est la manière de faire de Netflix. J'ai tout le temps du mal. Donc, de toute manière, j'aurais eu un avis qui n'était pas positif. En me plaçant comme un mec qui regarde quand même 200 jours de cyclisme par an. S'il y a des gens qui regardent pour la première fois le Tour de France, je pense qu'ils doivent prendre un très très grand plaisir. Et pour les jeunes également qui vont peut-être se mettre au cyclisme, même si les Français sont peut-être un peu plus en retrait, je pense qu'ils prennent beaucoup de plaisir. J'allais oublier les sondages. Mais non, c'est très important les sondages. On avait 3 pour cette étape. Je vous avais posé une première question. À quelle place peut finir Jay Hindley sur ce Tour de France? Vainqueur 6%, sur le podium 63%, dans le top 5 25%, dans le top 10 6%, en dehors du top 10 0%, 253 votes, vous êtes de plus en plus nombreux à voter en plus. Pour la victoire de l'étape 6, vous voyez un leader du général, 48%, eh bien vous aviez raison. Un équipier d'un leader, 8%, un baroudeur dans une échappée matinale, 44%. Puis il y avait un dernier sondage pour vous, qui va gagner l'étape 6 par rapport aux propositions que j'avais fait le matin même. Un autre coureur, 90%, et vous aviez bien raison. Esteban Chavez, 4%, 3% pour Nance Peters et Anton Charming, et 1% pour Juan Pedro Lopez. Voilà, c'était les sondages sur cette étape. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Je ne sais plus dans quel ordre on est du tout dans cette vidéo. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec un Belge. Bah oui, parce que je rappelle que le bilan des Bleus, c'est soit les Français dans les équipes françaises, mais également les coureurs étrangers dans les équipes françaises. Et les Français qui sont dans des équipes étrangères. On commence avec Steph Kras, le coureur de la Total Energy. Pourquoi Steph Kras? Parce que très bon début de Tour de France pour le moment pour Steph Kras. Ça fait partie des coureurs dont pas grand monde parlait. Steph Kras, je ne vais pas vous mentir. Pas grand monde misait sur lui. Moi, j'avais dit potentiel top 15. Et il est 14e du général à 6-10. En plus, il est à 6 minutes 10. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'est pas vraiment dangereux pour les deux de devant. En 3e semaine, il y aura des opportunités pour aller prendre des échappées parce que là, vu le rythme qu'on a, ça va être compliqué. Pour vous dire, le rythme a quand même été super élevé aujourd'hui. Moi, je regarde toujours les derniers de l'étape. Et aujourd'hui, 37-27 pour De Klerk, Morkov, Jacobsen, De Venins. C'était chaud avec les délais sur cette étape, parce que c'était une quarantaine de minutes. Moi, on me dit 18%, donc c'était une quarantaine de minutes au niveau des délais. Je pense que moi, on me met 42-12, mais je ne sais pas si j'avais le bon temps au niveau des délais. Mais ça veut dire qu'ils ont fini 5 minutes avant la fin des délais. Donc je peux vous dire que... Et ils ont fini à 4. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment eu de gros pétos pour eux. Donc Jacobsen, il va bien souffrir. Cavendish également a souffert parce qu'il finit 165e. Un Quinn Simons. Jordi Meus aussi qui finit un peu seul l'étape. Groenewegen, il finit qu'avec Durbridge. Donc voilà, il y a des mecs qui ont fini difficilement cette étape. Alors qu'un Caleb Ewan, par exemple, est bien mieux parce qu'il finit en 32-03 dans un groupe péto. Mais ça a été une étape bien animée. Un Corbin Strong aussi a bien fini. Et ça a fait mal, l'étape quand même. Il y a eu une sacrée bagarre.
Quand je vois qu'un Dylan Teuns sur un Michael Woods, qui a bien craqué aujourd'hui, finit à 23 minutes pour Michael Woods, qui a bien explosé, tiens, en passant, j'avais pas vu, mais il a bien pété, Michael Woods, ça vous dit quand même le rythme de cette étape où j'ai jamais vu vraiment de temps mort, et ça aura des conséquences, le top 10, je pense, on va avoir des grosses surprises dans le top 10. Mais Steph Kras, belle journée, parce qu'il est dans le bon groupe, encore une fois, pour lui. C'est-à-dire Steph Kras, il finit avec Thibaut Pinot, avec Landa et Bilbao. Il a l'air en plus de finir plutôt bien la fin de montée, donc je pense qu'il pouvait en remettre encore un petit peu. Donc, de toute façon, on a le sentiment, parce que je regarde tous les soirs la vidéo de Total Energy, et c'est vrai qu'il disait en interview hier qu'il en avait encore une chouille sous le pied, qu'il n'avait pas tout mis, parce qu'il sait que le tour sera long. Et je trouve que c'est pas forcément une mauvaise option pour un coureur comme Steph Kras d'en garder, parce que dans un objectif top 15, je pense qu'il y a des coureurs qui vont bien péter en troisième semaine, en deuxième et troisième semaine dans les Alpes. Encore une fois, quand je dis troisième semaine, c'est les Alpes, faut comprendre. Et peut-être même dans le Markstein. Et puis pour Steph Kras, il y aura des opportunités d'échapper, parce que comme il est à 6 minutes, il n'est pas très dangereux. Ça pourrait lui permettre également de revenir un peu plus haut dans le match, de nous faire un peu de Magnetis, par exemple, ou une Guillaume Martin, ou une Thibaut Pinot sur le dernier Tour d'Italie. Je poursuis avec un autre coureur, Romain Bardet. Moi, je l'ai trouvé bien, Romain Bardet. Quand on regarde un petit peu le groupe des autres coureurs. Alors, c'est dommage, à Cauterets-Cambasque, il se prend... encore une fois, on n'a pas eu les images, donc on extrapole un petit peu Enfin, voilà, j'essaie un petit peu d'analyser au niveau des temps. Il s'est pris un petit éclat parce qu'il était bien dans le Tourmalet. Il était très bien dans le Tourmalet. Pourtant, derrière, vous aviez les coéquipiers UAE qui roulaient. Et il était devant les mecs. Il leur collait 20 secondes en haut du Tourmalet. Donc, vraiment bien. Donc, à Cauterets-Cambasque, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais il est 10e de l'étape à 3 minutes 12. Il est toujours dans le match. Aujourd'hui, Romain Bardet, il est 8e. C'est-à-dire, il est à 4,43. Il a 1 minute d'Adam Yates qui est 6e. Il est à 1,13 de Carlos Rodriguez qui est 5e. Donc autant vous dire que pour le moment, il est dans le match. En sachant que dans le top 10, vous avez toujours Sepp Kuss, que vous avez Pidcock aussi, on va voir. Il est dans le même temps que Pidcock, pour tout vous dire. Il a égalité avec Pidcock. Mais je trouve que pour le moment, Romain Bardet, il fait plutôt une course pas mal. Alors un peu dans l'ombre, forcément, il y a 2 ogres devant. Mais je trouve que c'est bien ce qu'il fait Romain Bardet. Surtout quand on regarde un petit peu son début de saison, qui était pas foufou, Romain Bardet. J'étais un petit peu inquiet, je vous en avais parlé avant le début du Tour de France, j'avais dit, il est souvent quand même à contre-temps, j'ai l'impression au niveau de la condition physique, au niveau de la forme, et ben là, c'est pas mal ce que nous fait Romain Bardet, à 4,43, 8e, il est dans les temps de passage pour lui, c'est un coureur qui est vraiment dans ses temps de passage. Vous entendez, c'est mon téléphone, parce que je rappelle que je suis sur la 4G, on poursuit avec Gaudu. Je mets plus/moins Gaudu parce qu'il y a un truc qui m'énerve quand même avec David Gaudu. C'est que je trouve qu'il court petit bras quand même. Là, par exemple, il ne s'est pas servi de Thibaut Pinot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Thibaut Pinot est avec toi. Il y a un moment, je ne sais pas, mais il faut s'en servir de Thibaut Pinot. Il n'est pas juste là pour te couper du vent. Sauf que Thibaut Pinot, il ne s'en est pas servi. Il ne l'utilise pas pour rouler, il ne l'utilise pas pour durcir le rythme. Je trouve qu'il court à la Kelderman. Et moi, ce n'est pas forcément le style de coureur qui me plaît. Parce que voilà, je trouve ça un peu chiant de la part de Gaudu. Surtout qu'il a déjà fait ça l'année dernière sur le Tour. Si tu veux aller chercher un podium, à un moment, faut un peu cravacher, Surtout que cette année, t'es pas face à Geraint Thomas. Ton adversaire, c'est Simon Yates, c'est des mecs qui attaquent, c'est du Ben O'Connor, c'est du Jane Lay. Et à un moment, il faut un peu se sortir les doigts du cul. Du côté de David Gaudu, alors est-ce qu'il va attendre les Alpes ? Bon, peut-être. Peut-être qu'il attend, il se dit, les mecs, vous roulez comme des demeurés, moi je vais attendre encore un petit peu, là je me mets en retrait. Mais j'ai quand même peur qu'il ne se passe pas grand-chose chez David Gaudu. Je trouve ça un peu triste. Encore une fois, si c'est sa stratégie, bon ok, ça marche, mais je trouve que c'est un peu courir petit bras. Et je suis pas sûr que quand tu cours petit bras, tu restes dans l'histoire du Tour de France. Il y a un moment, un David Gaudu, je pense qu'il a les capacités pour faire autre chose. Ça serait bien de prendre un petit peu plus de risques de temps en temps.
parce que je pense que voilà, il a les qualités pour prendre un peu plus de risques. Et surtout, encore une fois, que Pinot, pour l'instant, fait un bon début de Tour de France. Il faut que tu t'en serves de Thibaut Pinot. Il faut que tu te serves de Madouas. Je trouve qu'il ne se sert pas assez de ces coureurs-là. Tu as une équipe qui est quand même solide. La Groupama, cette année, c'est pas nul. Genietz, Pinot, Madouas, c'est bien. Bah, faut quand même que tu te serves de ces coureurs-là à un moment. Parce que si tu attends le Markstein pour faire ton effort, bah, tu vas peut-être regretter. Après, ça m'a fait marrer, parce qu'il y en a des qui ont dit oui, David Gaudu, encore méchant avec les journalistes, parce qu'il a répondu un peu sèchement à Rodolphe Godin. Mais en même temps, j'ai envie de dire, question con, réponse con. Parce que Rodolphe Godin lui dit quand même, il demande hier, alors que hier, il fait une belle étape. Gaudu, encore une fois, petit bras par contre. Bah, il fait une belle étape, il finit quatrième, enfin c'est un peu le troisième ou quatrième homme de la journée. Et Rodolphe Godin qui dit la question, alors vous finissez à temps de Pogacar, je sais plus, à temps dans le groupe Pogacar, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu? Je sais pas, moi, mais bon, pour Gaudu, finir dans le groupe Pogacar, c'est bien. C'est une belle journée. Je vois pas comment tu peux poser cette question-là. Enfin, je vois pas comment. Si tu t'appelles Rodolphe Godin, tu t'y connais pas en cyclisme, tu t'y connais pas trop en sport. C'est-à-dire que si Rodolphe Godin mettait autant de temps à préparer ses fiches qu'il met de temps à se préparer le matin sous la douche, parce que voilà, c'est quand même un mec qui, je pense, a un petit peu un culte de la personnalité quand même, Coco. Ah bah, ça serait pas la même personne au niveau journaliste sportif. Mais je pense qu'il a plutôt privilégié le physique à la préparation des fiches. C'est bien dommage pour lui parce qu'il passe quand même souvent pour un con. Et je parle même pas de l'affaire avec Clémentine Sarlat. Parce que sinon, voilà. Je comprends pas comment ce mec-là peut encore être à l'antenne. Vu ce que ça a dévoilé l'affaire Clémentine Sarlat. Clémentine Sarlat qui sera sur M6 pour la Coupe du Monde de rugby. Ce qui est un bon choix de la part d'M6 de prendre Clémentine Sarlat en passant. On continue avec les Bleus juste rapidement parce que là je suis déjà à 21 minutes et sinon ça va couper mon enregistrement. Guillaume Martin, je le trouve un peu en dessous. Alors Guillaume Martin et Ben O'Connor, on va faire un prix de gros. Bah, je les trouve un peu en dessous quand même. Je les ai mis un peu bonnet d'âne aujourd'hui parce que je les trouve un peu en dessous de ce qu'ils sont capables de faire. Je trouve qu'ils sont quand même un niveau en dessous. Alors est-ce que c'est des décalages de pic de forme? Est-ce qu'ils n'ont pas été en forme trop tôt? Parce que c'est aussi des mecs qui ont fait un bon Dauphiné les deux. Et est-ce qu'ils n'étaient pas en forme un peu trop tôt? Est-ce qui fait que tu es déjà dans une pente descendante et que parfois, être en forme sur le Dauphiné, c'est pas toujours bien. Demandez à Iban Mayo, notamment une année. Demandez à Janez Brajkovic également, ou Fuglsang, qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc, ça a été pas forcément un grand début de Tour de France pour les deux. Ils sont déjà un petit peu loin. Si on regarde au général, Guillaume Martin, il est 17e à 7,08, ce qui commence quand même à faire un peu beaucoup. Et Ben O'Connor, il est dans le groupe Steph Kras à 6,10. Donc là aussi, on a pris un petit écart. Donc maintenant, pour Ben O'Connor, il va falloir prendre une échappée pour remonter. Après, ça leur permet, en étant à 6 minutes, de ne plus être forcément hyper dangereux. Donc ça va leur permettre peut-être de reprendre du temps, peut-être mardi prochain sur l'étape d'Issoire, peut-être également sur l'étape de Saint-Gervais, qui peuvent être des étapes où on va peut-être pouvoir reprendre du temps, à part si les deux loustiques de devant ont décidé d'animer la course jusqu'à la fin et de fracasser tous leurs adversaires jusqu'à la fin. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec l'homme qui nous redonne du suspense, Tadej Pogacar. Il a été impressionnant aujourd'hui, Pogacar. Surtout que son équipe n'a pas forcément été très forte encore. Alors c'est assez surprenant la UAE parce que sur le papier, c'était quand même une équipe solide. Dans la réalité des faits, hier ils prennent un peu l'eau quand même, et là aujourd'hui, ils n'ont pas été d'une grande aide pour Pogacar parce que Jumbo leur a mis un petit peu la misère. Mais Pogacar, il est horrible Pogacar sur un truc, c'est quand même que je pense qu'il est là aujourd'hui, il va faire mal pour deux raisons sur Vingegaard. Déjà parce que Vingegaard a roulé toute la journée, ça on en parlera un petit peu plus après.
et que lui, il n'a pas réussi à conclure face à Pogačar. Ça, c'est toujours dur mentalement. Mais je crois véritablement que Pogačar hante la tête de Vingegaard. C'est un mec, il me fait penser à des pilotes de F1, genre Lewis Hamilton, qui détruisait ses équipiers. Pogačar, je trouve qu'il a une force, c'est sa nonchalance. C'est quand même un mec, on a l'impression tout le temps qu'il n'est pas à fond, il est tout le temps détendu, il a tout le temps le sourire. Le fait de montrer, de paraître, je ne sais pas si c'est le cas dans la réalité, qu'il n'est jamais stressé, même hier, il n'était pas dans un super jour. Hier, sa compagne se pète la gueule quand même sur le Tour d'Italie féminin. Commotion, peut-être commotion cérébrale. On sait que commotion cérébrale, parfois ça peut prendre du temps à se remettre. Il perd 1 minute. Il souffre quand même sur le dernier kilomètre de Marie-Blanc. Il n'avait pas un grand sourire, mais il faisait pas non plus une gueule que peuvent tirer, par exemple, parfois un Gaudu, parfois d'autres coureurs. Je trouve que cette sorte j'appelle ça de la nonchalance, mais c'est un peu le cas quand même. Je trouve que c'est une force chez Pogačar et il détruit ses adversaires comme pouvait l'être un Valentino Rossi en moto. Valentino Rossi en moto, il l'énervait, il a détruit Gilberto comme ça. Il est rentré dans la tête de Gilberto parce que il courait, il était parfois un peu costaud dans ses dépassements, ce genre de choses. Et à la fin de la course, il finissait avec le sourire. Voilà. Et l'autre, Gilberto, il était vénère contre lui et répondait avec le sourire. C'est terrible quand il y a un mec qui vous fait ça. Pogačar, c'est ça. Et Pogačar, il est monstrueux parce que quand il était... À un moment, quand même, il fait 2 trucs. C'est là où je me suis dit, il est en forme parce que... quand il parle avec la caméra, quand il fait... c'est compliqué... Ça encore, pour moi, c'était pas forcément un signe parce que l'année dernière, il avait fait la même chose, il avait complètement explosé dans le col du Granon. Par contre, il a fait un truc où là, je me suis dit, il est en forme. Et à un moment, il y a Van Aert. Donc, il y a Van Aert qui passe son relais, qui roule en tête du groupe. Vous avez Pogačar, vous avez Van Aert et vous avez Pogačar. Et Pogačar, il s'est dit, je vais me décaler, je vais me mettre à côté de Vingegaard et je vais le regarder. Et 2-3 fois, il a fait ça. Parce qu'il l'a fait aussi une fois où il n'y avait plus Van Aert, mais il l'a fait aussi 2-3 fois avant. Et là, je me suis dit, putain, là, on est sur un vrai duel, quoi. Là, on est sur un duel aussi mental. On est sur une vraie lutte, comme on a connu aussi avec Schleck et Contador, où il y avait vraiment une vraie lutte, mais en dehors de la lutte sur le terrain. Il y avait aussi une lutte mentale. Bon, pas de chance, c'est qu'il y en avait un qui était dopé à ce moment-là, et on l'a su très vite. J'espère que c'est pas le cas entre Pogačar et Vingegaard, mais putain, le match entre les deux, quand on serait cru à un combat de vitesse à un moment quand ils se plantent à côté, on serait cru à la finale de la vitesse quand il y a Mathilde Gros qui regarde son adversaire comme ça dans les yeux, je sais plus c'était laquelle allemande qui regarde comme ça en cyclisme sur piste, mais elle a fusille du regard. Et comme je vous disais, Pogačar, je crois qu'hier il a pas aimé Pogačar. Je pense qu'il a pas aimé de se prendre 1 minute dans la gueule. Il avait, dans la montée de Cotré-Cambasque, il avait un regard de tueur. Mais vraiment un regard de tueur. Et je pense que c'est ce qui faisait aussi que Vingegaard, il se disait, putain, le mec il me fusille tout le temps du regard, il a des yeux noirs un petit peu sur moi. J'ai l'impression d'être un petit lapin dans les phares de la voiture, quoi. C'était vraiment ça, moi j'avais l'impression ça. Et Pogačar, putain, il avait une tête de tueur. Mais vraiment, il avait une tête, tu disais, je pensais qu'il allait vouloir le bouffer. Et je me suis dit, si Vingegaard, il n'arrive pas à le décrocher sur la première attaque, il va se faire détruire. Je m'attendais quand même pas à 25 secondes, parce que je me disais, bon, Cotré-Cambasque, il y a 2 km difficiles, le reste, il te l'a fracassé quand même sur du plat. Parce qu'il se prend 25 secondes, mais sur 1 kilomètre, sur le dernier kilomètre, quand vous regardez le profil de l'étape, c'est du faux plat montant. Il y avait 2 km durs à Cotré-Cambasque. C'est là où Vingegaard et lui ont attaqué. Lui, il a attaqué vraiment à la fin des 2 km difficiles. Il l'a martyrisé sur du plat. Or, pour moi, Vingegaard, il est un peu meilleur que Pogačar en contre-la-montre. Lui faire ça sur du plat... Encore une fois, vu tout le contexte de la Jumbo qui a roulé toute la journée, que tu as fait quand même... T'as fracassé presque l'échappée de Van Aert pour ça. Et Pogačar derrière. Et puis à la fin, il salue Vingegaard. C'est-à-dire, je t'ai niqué. T'as vu, je t'ai bien niqué quand même, Coco. Avec le sourire toujours. C'est la force de Pogačar. Putain, moi, on a quand même... moi je le dis depuis quelques années, on est sur une belle génération de cyclisme. J'ai connu la période où, putain, parfois sur tout un Tour de France, on se faisait vraiment chier. Mais vraiment,
Je trouve que là, on a quand même des coureurs qui ont des styles très différents dans leur manière de courir. Et en plus, ce sont des personnages quand même. C'est-à-dire que on a quand même des mecs qui ont du charisme. C'est voilà, que ça soit Pogačar, Van der Poel, Van Aert, c'est Alaphilippe. C'est quand même des mecs qui ont du putain de charisme. Et on peut bien s'identifier à eux. Alors que moi, à mon époque, bon, les mecs étaient un peu froids, quoi. Et là, je trouve qu'on est sur une génération, et ce ne sont pas les seuls, de coureurs en plus qui veulent donner du spectacle, qui veulent s'amuser sur un vélo. Moi, je dis chapeau. Et Pogačar, vraiment, il a fait du bon boulot. Johannesson, on en parle. Petit coureur de Uno X. Alors moi, j'avais mis Charming. Moi, je m'attendais à ce qu'un Uno X, un gros Uno X sorte. Alors moi, j'avais dit, bon, je m'attendais plutôt à Charming qu'à Tobias Alonso Johannesson. Bon, c'est Johannesson qui a pris la bonne échappée du jour. Il fallait déjà réussir à prendre l'échappée parce qu'il y a eu quand même un petit peu de bagarre. Troisième de l'étape quand même aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le premier coureur de l'échappée. Et il prend des points pour le classement de la montagne. Ça a été une belle bagarre quand même avec Guerrero. Et il finit qu'à 1,20. Il s'est pas pris un éclat dans le final, Tobias Alon Johannesson. On sait que c'est un futur grand. Il a eu un petit retard, problème de genou, c'est toujours inquiétant. Ça a l'air de tenir maintenant, il a l'air de s'en être bien remis. Mais lui, c'est un crack. Le mec a gagné le Tour de l'Avenir, mais avec presque une facilité déconcertante, quand vous regardez un petit peu. Ensuite, il fait des super résultats tout de suite, dès sa première année. La dernière, putain, 3e place sur cette étape-là, vu le rythme où ça s'est couru. Quand tu prends l'échappée, ça n'a pas trop ralenti non plus. Alors certes, ils ont laissé faire Van Aert pendant une grande partie de la journée, mais Van Aert, il a fait quand même un sacré numéro. Je rappelle, ça reste un coureur jeune, Tobias Alon Johannesson, il finit qu'à 1,20, il finit qu'à 1 minute de Vingegaard. Et ouais, ça place quand même un petit peu le coureur. Ça place un petit peu le talent de Tobias Alon Johannesson. Et ouais, non, c'est super ce qu'il a fait. Moi, je l'avais vu. Alors, sur le Dauphiné, il avait déjà fini 3e à Salins-les-Bains. Sur le Tour de Norvège, moi, j'avais pas vu le Tour de Norvège, mais il avait fini 9e du général. Et sinon, le début de saison avait pas été fantastique. À part une 15e place sur la Flèche Wallonne, où on sentait quand même qu'il revenait un petit peu. C'est quand même un mec qui a connu une saison 2022 où il a couru que 40 jours de course. Alors certes, il a fait une super étoile de Bessèges, notamment il avait gagné l'étape du Mont Bouquet, 7e du Tour de Catalogne, juste derrière Torsten Trahen, 4e du Tour de Norvège. Mais à partir du Dauphiné, ça s'était vraiment un peu gâté. Et surtout, ensuite, il avait eu des grosses douleurs de genoux, ce qui fait qu'il avait dû arrêter sa saison sur l'Arctic Crest of Norway et qu'il avait dû s'arrêter. Mais je trouve quand même que pour une 2e année chez les professionnels, enfin 2e année chez Uno X Team 1, parce que c'est vrai c'est la 3e année chez les professionnels de Coco, c'est quand même du sacrément costaud. Mais je rappelle que c'est un mec qui a battu Carlos Rodriguez sur le Tour de l'Avenir, qui a battu Zana. Et oui, donc qui a battu quand même des mecs qui étaient talentueux. Notamment, il avait bien résisté sur le col du Petit Saint-Bernard, où il avait souffert par rapport à Carlos Rodriguez. Donc c'est quand même un coureur qui a un bon petit talent. Et il y avait Hugo Toumir également, qui était 5e de ce Tour de l'Avenir et qui est désormais chez Cofidis depuis 2022, qui a fait le Tour de France cette année. Le Tour d'Italie, il a fini à 82e. Bon voilà, c'est encore un coureur qui a du mal, un petit peu chez les professionnels. Hugo Toumir, pas encore de grands résultats pour le moment, pour le coureur qui a moins de 21 ans. On poursuit avec le 3e coureur au top, c'est Simon Yates. On en parle peu de Simon Yates, mais son début de Tour de France, il est quand même pas mal. Il fait du bon boulot pour le moment dans ce début de Tour de France. Je trouve que voilà, il est un peu dans l'ombre, mais il est toujours dans les bons coups. Là aujourd'hui, il finit avec Carlos Rodriguez, sans trop se montrer.
Le premier jour, il était avec son frère. Il est toujours dans les bons coups. Et ce qui fait qu'au général, il n'est pas largué. Il est quatrième à 3,14. Alors certes, il y a un écart avec Jane Lay. Pour le moment, il y a 2 minutes d'écart avec Jane Lay, un peu moins de 2 minutes d'écart avec Jane Lay. Mais je trouve que pour le moment, Simon Yates, il fait un bon début de course. Certes, un peu dans l'ombre. Parmi un courant en grosse cote qu'on pourrait mettre pour l'étape du Puy-de-Dôme, il peut faire partie de ces coureurs-là. Pour l'instant, il n'y a pas de craquant, donc il fait du très très bon travail, Simon Yates. Je voulais le souligner parce que c'est vrai qu'on ne le voyait pas forcément comme un favori, parce que l'année a été mitigée pour Simon Yates, mais là, chapeau, il fait du bon boulot. Alors maintenant, le problème de Simon Yates, c'est que des fois, il arrive à tenir cette forme-là pendant une semaine, et puis après, derrière, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un coureur qui arrive avec très peu de jours de course dans les pattes. Il n'a pas couru depuis la première étape du Tour de Romandie, donc depuis le 26 avril. Donc il a eu une longue coupure. Et là, je pense qu'il a bien préparé son affaire pour le Tour de France. Donc il fait vraiment du très très bon boulot. Voilà, donc je voulais le souligner. Après, je ne peux pas trop parler de sa course. Encore une fois, le réalisateur en a décidé autrement. On a eu quand même très peu d'images du groupe de poursuivants pendant la montée finale, mais je trouve qu'il avait une belle allure, notamment dans la montée du Tourmalet. Voilà, je trouve que les quelques images que j'ai vues du Tourmalet où il était dedans, je trouve qu'il était bien. On passe tout de suite au bonnet d'âne. J'ai l'impression que tous les soirs, je fais de plus en plus long. Déjà hier 40 minutes, là aujourd'hui, on va peut-être dépasser ce chrono-là. Je commence par la Jumbo. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Jumbo ce soir. Je trouve qu'ils ont... c'était une énorme prise de risque aujourd'hui, vu le parcours, de se lancer dans la machine à laver essoreuse, en mode essoreuse, en mode demi-tour minute. Une belle machine à laver, là, un demi-tour minute. Ils ont voulu lancer le mode essoreuse, voilà. Sauf que essorage express, sauf que ça s'est complètement retourné contre eux et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça sur cette étape-là. C'est-à-dire que tu pouvais laisser Jane Lay avec le maillot jaune. Voilà. C'était pas mal Jane Lay avec le maillot jaune, surtout que toi t'étais pas très loin au niveau du maillot jaune. Donc voilà, t'étais à une trentaine de secondes. Tu laissais le contrôle de la course à la Bora. L'échappée, il n'y avait pas de mec dangereux devant dans l'échappée. Ça permettait peut-être à Van Aert de gagner l'étape. Donc en plus, tu te réconciliais un petit peu avec Van Aert, qui a un début de course qui lui convient pas des masses au niveau tactique. Donc c'était pas mal. Voilà, c'était intéressant. Et puis, là aujourd'hui, tu décides de faire attaquer la course. Dès le col d'Aspin, blam, tu passes à quatrième. Alors que, en gros, tu laissais la Bora faire, tu prenais le maillot sur l'étape du Puy-de-Dôme, c'était tranquille pépère. Là, il n'y a rien qui va. Aujourd'hui, au lieu d'avoir 1 minute d'avance sur Pogacar, tu n'as plus que 25 secondes, un truc comme ça. Donc 24. 24 c'est ce qu'il a perdu aujourd'hui. Tu n'as plus que 25 secondes. Donc, tu as relancé un adversaire, parce que tu n'as pas été en capacité d'aller marquer le but. Lui, il a marqué le but. Toi, tu n'as pas réussi. Tu t'es fait prendre en contre. Ça fait toujours mal, mentalement. Et puis en plus, Van Aert, j'ai l'impression qu'il traîne un petit peu sa peine, parce qu'aujourd'hui, on l'a obligé à courir d'une manière qui, je pense, ne lui plaisait pas tant que ça. On l'a obligé à rouler très fort pour Vingegaard, à se sacrifier pour Vingegaard, alors qu'encore une fois, si tu laissais la Bora faire, l'échappée prenait 4-5 minutes d'avance, elle jouait la victoire à l'arrivée, et on attendait le Puy-de-Dôme. Là, ils ont consommé énormément d'énergie. Alors oui, ils ont fait le spectacle, ça c'est clair et net, ils ont fait le spectacle. Mais c'était pas à eux de faire le spectacle. Surtout quand tu as quand même un leader d'équipe qui est fébrile. Depuis le début de la course, Vingegaard, il est fébrile. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il a du mal à supporter peut-être la pression sur ses épaules, mais il est super fébrile. Quand tu sais qu'en plus c'est très compliqué de gagner 2 tours d'affilée, Chris Froome, il a essayé, il s'était bouffé les doigts, Nibali pareil,
Enfin, il y en a quand même beaucoup qui ont tenté de gagner leurs 2 premiers tours d'affilée. C'est pas simple. Il y en a plein qui ont tenté et qui sont un peu plantés, il faut bien le dire. C'est très compliqué de gagner 2 grands tours d'affilée, enfin 2 Tours de France d'affilée. Quand tu as un leader qui quand même est super fébrile depuis le début de la course, lui dire ce matin au briefing, on fait la course pour toi, on va défoncer le peloton et à la fin, tu dois gagner, ça met quand même une super grosse pression. Alors je pense, moi, que du côté de la Jumbo, ils se sont dit, hier on a mis dans les cordes Pogačar, il est au fond du trou, il a la tête au fond du seau, avec la serpillière sur la tête, il faut aujourd'hui accélérer, il faut mettre le coup de poignard, voilà. Il faut mettre le coup fatal, il faut lui décapiter la tête, bam, il faut y aller, enfin voilà, faut vraiment fracasser Pogačar. Sauf que c'est quand même mal connaître Pogačar de penser qu'il aurait 2 jours de coups de moins bien d'affilée quand même. Parce que c'est pas trop dans la maison. Hein. Pogačar, oui, il a déjà eu des coups de moins bien. Mais quand même, dès le lendemain, il est sur le pont. Et je trouve que c'était très risqué de la part de Jumbo de croire qu'il s'écroulerait complètement, Pogačar. Hier, il a eu un coup de moins bien. C'est peut-être aussi parce que Vingegaard était très fort hier. Mais aujourd'hui, retenter ça, et puis derrière, en plus, Vingegaard, alors l'autre lui est rentré dans la tête, Pogačar, je peux te dire, parce que là, il s'est amusé aujourd'hui, Pogačar. Et puis, Van Aert, il doit faire la gueule ce soir, hein, parce qu'il avait la possibilité d'aller chercher une étape si tu roulais pas comme des demeurés derrière lui. Il s'est quand même mis minable, parce qu'aujourd'hui, il s'est mis minable, Van Aert, à rouler devant des échappées. Enfin, il a fait le travail, il a fait 80% du travail dans l'échappée. C'était une stratégie d'équipe. Pour que derrière, tu ne mettes pas la balle au fond, oui, ça va être compliqué à gérer pour Vingegaard. Le regard de Van Aert va être compliqué à gérer. Voilà, parce que, certes, on a un collectif, on est tout ça, mais quand tu es équipier et que tu étais dans cette situation-là de course, et que l'autre se plante, tu l'as mauvaise quand même. Tu l'as vraiment mauvaise. Et puis, ils ont consommé beaucoup d'énergie, beaucoup d'équipiers, sur une étape où au final tu reprends pas de temps, t'en perds même. Il s'est quand même bien écroulé Vingegaard dans le dernier kilomètre, hein. Encore une fois, c'était pas un kilomètre qui était très difficile, il se prend 10 secondes dans le dernier kilomètre, hein. Sur du faux plat montant, avec en plus une courbe à 50 mètres qui n'avait aucun intérêt, hein. Je l'avais dit à la présentation que ça n'avait aucun intérêt. Ouais, ça fait mal. Ça fait très 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 mal à la tête. Je pense que ce soir, Vingegaard, au repas à 21h, il va peut-être faire un petit peu la tête. Je poursuis avec un autre flop. Skelmose, c'est un petit peu ce à quoi j'avais peur. C'est la première fois qu'il est sur un grand tour et qu'il joue le général. C'est parfois compliqué, Skelmose, et c'est ce qui s'est passé. Il a explosé aujourd'hui, il prend 7,50 dans la tête, hein. Donc ça fait vraiment mal. Même pour le top 10, il est un petit peu loin même, hein. Alors le tour de France est long, mais Skelmose, il est maintenant 21e à 8,47. C'est-à-dire qu'il est à 3 minutes de cette course déjà, hein. Et puis il a complètement explosé. Alors est-ce que c'est physiquement, parce que c'est vrai que l'étape a été dure, ce début de Tour de France est dur, ou est-ce qu'il était tout simplement dans un jour moins bien? En plus, pas de chance pour lui, Ciccone pareil, il prend 10 minutes. Donc Ciccone prend 10 minutes, Juan Pedro Lopez, c'est pas du grand Juan Pedro Lopez. T'avais 2 belles opportunités quand même pour faire un top 10 du côté de chez Lidl Trek, parce que Ciccone, même si c'est un attaquant, il pouvait faire une course à la Pinot. C'est sûr que là, ta course est un peu compliquée ce soir. Ça n'a pas été des Pyrénées faciles, parce que hier, ils ont quand même pris l'eau au niveau tactique. Là, aujourd'hui, ton leader prend l'eau physiquement. Là aussi, du côté de la Lidl Trek, on n'est pas dans une bonne dynamique, je dirais, dans cette formation. Après, Skelmose, ça reste un coureur qui est jeune, ça reste un coureur qui est certes performant, mais là, on était sur de la haute montagne. Et pas forcément beaucoup de repères pour Skelmose sur la haute montagne. On a beaucoup de repères sur Skelmose sur des côtes jusqu'à 1200, 1300 mètres d'altitude. Là, moi, je l'avais, je crois, jamais vu au-delà de 2000 mètres.
c'est peut-être aussi ce qui a joué, c'est-à-dire l'altitude, il l'a peut-être pas supporté, Skelmose. Peut-être aussi que ce début de course qui a été sur un rythme tonitruant, au bout d'un moment, physiquement, il y en a des qui pêchent parce qu'il récupère moins bien. C'est un coureur qui reste jeune, donc c'est un coureur voilà, qui n'a peut-être pas forcément la caisse encore pour un grand tour. Bon, après, Skelmose, dans une échappée, c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, donc il peut également aller chercher la gagne sur une étape. Mais voilà, dommage pour Skelmose. Et puis Michael Woods, là aussi, dommage. Michael Woods, mais sur les grands tours, je dirais que c'est un petit peu toujours la même chose, Woods. C'est-à-dire que parfois sur les grands tours, il arrive à bien débuter, et puis il y a un jour, il se prend 20 minutes dans la tête. Là, ça a été le cas aujourd'hui, il finit Michael Woods dans le groupe à 23 minutes, dans le groupe avec Anthony Perez, avec Mathieu Van Der Poel notamment. Et il a complètement pété, complètement craqué, alors qu'il était encore bien au général. C'est dommage pour Michael Woods, parce que c'est vrai que je misais un petit peu sur lui au niveau de ce Tour de France. Je vous avais dit, un top 10 pour Michael Woods, ça aurait été bien. Mais il y a toujours eu un problème entre les grands tours et Michael Woods. Alors, et pas qu'un problème dû au contre-la-montre. C'est-à-dire que c'est un coureur qui a souvent eu des craquantes sur des journées et qui se prenait des grosses tôles. Il a rarement été bon sur les grands tours, Woods. Je vais vérifier ça. Parce que quel est son meilleur résultat sur un grand tour? Il en a 10 dans sa carrière. 7e de la Vuelta en 2017, ça remonte. Sinon, jamais dans le top 15, autrement. Et au niveau étape, il a une victoire sur la Vuelta 2018, mais pas d'autres victoires sur les autres grands tours. Il n'est pas passé loin sur le Giro, il n'est pas passé loin non plus sur le Tour de France, mais pas d'autres victoires. Voilà. Et sur les grands tours, ça s'est jamais super bien passé. Et j'ai envie de dire que les 3 derniers grands tours qu'il a fait, c'est 3 abandons. Donc en plus, ça se passe de moins en moins bien pour lui sur les grands tours. Donc c'est pas très rassurant pour Michael Woods. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on vient de faire 43 minutes. On se retrouve demain à la présentation. Elle sera beaucoup plus courte de l'étape de Bordeaux. Et puis demain, débrief. Là aussi, je pense qu'il sera plus court du côté du sprint. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!